Bienvenue au cœur de l'action, le podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Un podcast qui vous invite chaque semaine à vous informer autrement sur l'actualité de votre ville. Aujourd'hui, le développement durable, ce ne sont pas seulement les arbres et les jardins. C'est aussi tout un spectre de mesures en faveur de l'environnement qu'une ville comme Antibes doit prendre dans des domaines aussi variés que la protection de la ressource en eau, l'éclairage public, les déplacements ou encore la qualité des produits servis dans les assiettes des 5000 demi-pensionnaires des cantines d'Antibes. Bonjour Jean Leonetti. Bonjour. Nos auditeurs s'en souviennent, en 2022, en plein épisode de canicule et de sécheresse, le préfet des Alpes-Maritimes prenait un arrêté pour interdire l'usage de l'eau, notamment pour l'arrosage des jardins et le nettoyage des rues. C'est un épisode de grosse crise que la ville d'Antibes a traversé en réagissant rapidement et en mettant en place un système de réutilisation de l'eau réhute. Aujourd'hui, vous en êtes où de l'utilisation de l'eau réhute ? Est-ce que vous allez élargir son utilisation, son usage ? Alors, qu'est-ce que c'est que la réutilisation des eaux usées ? En réalité, les eaux usées, elles passent par la station d'épuration, puis elles sont jetées en mer. Ces eaux usées, si on les traite, on peut s'en servir pour nettoyer nos rues et on peut s'en servir pour arroser nos jardins. Et c'est ce qu'on a mis en place à partir de la station d'épuration. On récupère ces eaux et on les réutilise, d'où le mot réhute. Cette réutilisation nous a permis d'économiser 163 000 mètres cubes d'eau chaque année. Et donc de ne plus se trouver dans la situation dans laquelle on dit on n'arrose pas les plantes parce qu'il y a la sécheresse, on ne nettoie pas les rues parce qu'il y a la sécheresse. Donc c'est une économie importante, économie et écologie. C'est écologique parce qu'on réutilise l'eau et c'est une économie parce qu'on la paye moins cher. Au passage, 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Donc ça vous laisse imaginer ce qu'on a pu avoir comme économie sur la ville. Est-ce que c'est pas dommage d'avoir attendu 2022 ? On avait déjà connu des épisodes de canicule dans le département. Pourquoi ne pas avoir anticipé ? Alors, la France n'a pas anticipé. Autant en Israël, on réutilise les eaux usées, on va même jusqu'à la boire. Dans les pays scandinaves, on le fait de même. La culture française n'est pas une culture de réutilisation des eaux usées. Est-ce que le concessionnaire a fait son rôle d'accompagnement de la ville et d'accompagnement technique, en fait, pour fournir des solutions ? On a eu une chance, c'est qu'on était en appel d'offres. Et donc, on a mis dans l'appel d'offres un volet qui était réutilisation des eaux usées. Et comme les entreprises françaises sont plutôt d'un haut niveau dans le domaine de l'eau et de la gestion des assainissements, on a eu des réponses adéquates. Quels sont les nouveaux usages que vous envisagez pour pas que ça reste une pratique marginale, l'eau réhute ? Alors je pense que d'abord, la ville d'Antibes, c'est la plus grosse consommatrice d'eau de la ville. Voilà. Là, quand je dis la ville d'Antibes, je veux dire les services de la ville d'Antibes. Juste derrière, il y a le port. Le port utilise beaucoup d'eau, et donc ensuite on se trouve avec des grosses entreprises, avec des grandes villas, etc., etc. On a fait 2 stratégies. La première stratégie, c'est qu'au-delà d'une certaine limite de consommation d'eau, on l'a surtaxé à 5%. C'est pas énorme. On dit simplement aux gens, si vous diminuez de 5% votre consommation d'eau, et je rappelle que c'est uniquement les très gros utilisateurs, vous payerez pas plus cher. Donc, en petite incitation. Et puis, le deuxième élément, c'est que le port Vauban et le port Galice, qui sont utilisateurs d'eau, sont en train de travailler sur la réutilisation de l'eau. Et là, on aura les 2 plus gros consommateurs, entre guillemets, d'eau de la ville d'Antibes, la municipalité et le port Vauban, qui seront dans cet axe. Je pense que tout le monde comprend que on peut très bien utiliser des eaux usées pour arroser. Vous savez, quand vous mettez du fumier de cheval au pied des tomates, ça n'altère pas la qualité de la tomate, au contraire, ça la renforce. Donc le fait qu'il y ait une eau qui ne soit pas totalement potable, qui arrose nos rues et qui arrose nos plantes, c'est plutôt une bonne idée. Voilà. La mauvaise idée, c'est qu'on a pris l'habitude en France d'arroser, de nettoyer nos rues avec de l'eau potable. C'est ça qui est choquant. C'est ça qui est choquant.
Restons sur l'eau, la saison va démarrer. Qu'en est-il de la qualité des eaux de baignade du littoral de l'Antibes, Jean Lépin? Alors, la qualité des eaux de baignade, elle est bonne. Elle s'est renforcée ces dernières années parce qu'on a été capable d'identifier dans chaque plage s'il y avait un problème ou pas. Des mauvaises qualités, il n'y en a pas. S'il y avait une mauvaise qualité, on aurait fermé les plages. Et il y a par contre des excellentes, et puis il y a bonnes, et puis il y a moyennes. On veut absolument éradiquer toutes les moyennes. On a vu d'ailleurs que celles qui étaient moyennes, c'était parce qu'il y avait des réseaux de assainissement privé qui n'étaient pas conformes. On a fait un énorme effort dans ce domaine et aujourd'hui, on est avec une qualité des eaux de baignade qui est irréprochable sur le littoral de la ville d'Antibes. C'est indispensable parce que l'eau de la mer, c'est de l'or bleu. C'est à cause de ça que les gens viennent sur la Côte d'Azur. S'ils ne peuvent pas se baigner parce qu'on leur dit que l'eau est de qualité médiocre, on va très très vite avoir un problème. Et on a aussi des ports entre guillemets propres. C'est une labellisation qui fait qu'à l'intérieur des ports, il y a effectivement un effort particulier pour que la qualité de l'eau des ports soit aussi irréprochable. Vous avez adapté les installations de la ville pour accueillir cette population qui double en été? Oui, bien sûr. On a une station d'épuration qui est prête à accueillir 240 000 personnes. Donc on n'a jamais 240 000 personnes sur Antibes, heureusement. Enfin, la population normale, c'est 78 000, enfin référencée. La population réelle, c'est 90 000 à 100 000. Mais en été, on peut atteindre les 200 000. Donc il faut qu'on ait une station d'épuration qui soit à la hauteur quantitative de ce défi. Dans le domaine de l'écologie, il y a des villes qui ont voulu montrer l'exemple, ou en tout cas prendre des mesures chocs, comme par exemple la suppression des douches de plage. Vous n'avez jamais voulu le faire. Pourquoi ? Non, parce que je suis aussi médecin et je sais très bien qu'il y a un problème d'hygiène. Donc, soyons pas ridicules. On a mis des poussoirs, on a mis des minutiers, on a mis des conseils. Et je crois plus à la pédagogie dans ce domaine qu'à la répression. On voit les initiatives citoyennes se multiplier. Les gens nettoient les plages, se regroupent pour nettoyer les plages. Il y a des gens qui nettoient les fonds marins. Est-ce que c'est le signe d'une action publique insuffisante pour vous ? Non, c'est le signe d'une prise de conscience. Si on a un tri sélectif qui est meilleur que dans le reste de la France, c'est parce qu'on a éduqué nos enfants et que dans nos écoles, il y a un espace où on composte, un petit espace où on cultive la tomate et on explique le cycle organique. Il y a le tri à la sortie des cantines. Je pense que c'est l'éducation. Vous savez, dans une population, vous avez 90% des gens qui sont des gens raisonnables. Voilà. Vous avez 10% de gens qui sont un peu moins raisonnables et vous avez un pourcentage qui est infime, de 1 à 2%, de gens qui sont, je dirais, inciviques. On peut toujours essayer de réprimer les inciviques, mais la masse des gens qui adhèrent à une démarche, c'est beaucoup plus fort que la sanction que l'on peut donner sur quelques personnes. Les sanctions, il faut les donner. On a sanctionné très fortement et on a beaucoup moins de dépôts sauvages, par exemple. Mais pour autant, on ne va pas aller chercher dans chaque poubelle pour savoir si le tri a bien été effectué. Il doit encore s'améliorer, ce tri. Mais il s'améliorera par la pédagogie. Il ne s'améliorera pas par la sanction. Les possibilités d'agir en matière de développement durable ou de transition énergétique sont très larges. Vous avez décidé aussi d'installer des panneaux voltaïques sur le toit des bâtiments publics. Est-ce que ce n'est pas une mesure qu'il faudra accélérer en l'imposant aux nouveaux bâtiments qui construisent du privé ? On ne pouvait pas mettre des photovoltaïques sur les toits parce qu'il y avait un veto des architectes des bâtiments de France. Donc ensuite, il y a eu une prise de conscience, là aussi. Et dans certains endroits, on ne peut toujours pas les mettre. On ne va pas mettre du photovoltaïque sur le Fort Carré. Mais pour autant, la plupart de la ville, maintenant, est éligible au photovoltaïque. Donc on les met en place. Et on a mis 2 mesures dans nos permis de construire désormais au-delà de 1000 m² de constructibilité. C'est la récupération d'énergie par le photovoltaïque et la gestion des eaux grises. La gestion des eaux grises, c'est pas négligeable non plus. Vous avez un jardin obligatoire aujourd'hui sur des immeubles. Quand vous avez ce jardin, s'il est réalimenté avec de l'eau qui est récupérée, c'est aussi une économie. Et là, une fois de plus, on fait rimer
économie, écologie. Si vous expliquez à quelqu'un qu'il faut qu'il fasse des efforts démesurés, alors qu'il sait très bien que les États-Unis d'Amérique, l'Inde et la Chine se préoccupent très peu du développement durable, il va avoir l'impression que ce qu'il fait sert à rien. Si on lui dit, si vous dépensez moins d'énergie, vous dépenserez moins d'argent, alors là, il y a une motivation supplémentaire. Et c'est ça qu'il faut décliner. Chaque fois qu'il y a un effort, une efficacité en matière de développement durable, il faut que le citoyen soit payé en retour. Il est payé en retour parce qu'on diminue la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au fur et à mesure que le tri sélectif s'effectue. Il paye moins cher l'eau. L'eau à Antibes est la moins chère de France, on l'oublie, parce qu'on réutilise les eaux usées. Il payera moins cher sa facture énergétique parce qu'on a mis maintenant 80% d'éclairage public qui est en basse énergie. Et ça, vous allez aboutir rapidement sur l'éclairage public. L'éclairage public en 2026, c'est fini. Donc en 2026, on aura économisé plus de 50% de la facture énergétique. Et puis enfin, on a une usine de traitement des déchets, et cette usine de traitement des déchets, on l'oublie, elle crée de l'électricité. Et elle crée de l'électricité pour 15 000 personnes. C'est dire qu'il y a aussi une récupération financière. Et cette récupération financière et énergétique et écologique, elle bénéficie à tous. Il y a un autre domaine que j'aimerais qu'on évoque, c'est les mobilités. En matière de pistes cyclables, on reproche souvent à la ville d'avoir des pistes qui ne sont pas vraiment des pistes cyclables, de manquer de continuité. Est-ce que vous avez un projet dans ce domaine ? Alors on a un plan de pistes cyclables. Ce plan, il est nord-sud, est-ouest. Le nord-sud, il y a déjà une ligne qui est disponible. On est en train de mettre la seconde. L'autre plan, c'est est-ouest. Il est plus compliqué, il faut traverser la ville. Mais c'est un plan qui va de Gênes à Barcelone. Et l'Euro-Vélo 8, il faut absolument qu'on arrive à le faire. On a déjà, entre Villeneuve-Loubet et Antibes, une piste cyclable. On a la poursuite de cette piste cyclable dans le cœur de ville jusqu'à la Salice. Il faut qu'on trouve les moyens de continuer en concertation avec la population. C'est pas simple parce que, vous savez, quand vous avez une rue et que vous dites on va mettre une piste cyclable, ça veut dire je vais enlever une ligne de stationnement. Ou bien je vais mettre la voie en sens unique. On ne peut pas pousser les immeubles dans une ville. Et donc, ça nécessite du débat, de la concertation. Et donc, on le fait petit à petit. Mais quand même, dans ce mandat, on aura fait 28 à 30 kilomètres de pistes cyclables supplémentaires, ce qui est loin d'être négligeable. Un autre mode de déplacement doux, c'est le bus-tram. Le bus-tram, il se termine à la fin de cette année, avec un trajet de ligne A et de ligne B qui sont gratuites. Gratuit, ça veut bien dire, si vous prenez les transports en commun, ça fait du bien à la planète et ça fait du bien à votre portefeuille, une fois de plus. Mais ces bus, ils transportent en nord-sud 10 000 personnes par jour. Ces 10 000 personnes, ils ne prennent pas leur voiture, ils ne polluent pas l'atmosphère. Ces 10 000 personnes, ils ne payent pas le bus. Et ces 10 000 personnes, ils ont un bus toutes les 10 minutes à un quart d'heure. Donc, le développement des transports en commun, dont ceux d'Antibes et de la communauté d'agglomération à 50% gratuits, permet effectivement de changer notre comportement. Si vous avez bien sûr un bus qui vient toutes les heures, vous allez avoir de difficulté à le prendre et vous allez avoir tendance à prendre votre voiture. Mais s'il passe toutes les 10 minutes, vous descendez de chez vous, et comme sur toute la route de Grasse, maintenant il passe toutes les 10 minutes, vous savez que vous allez vous asseoir dans un abribus et trouver le bus qui va vous amener en centre-ville et vous ramener chez vous dans les 10 minutes qui viennent. Je passe du coq à l'âne, mais l'écologie, c'est ça en fait, ça concerne tous les domaines de la vie. Il y a un domaine dans lequel la ville est vraiment exemplaire, c'est celui de la restauration scolaire. Et des assiettes qui sont servies aux 5000, je crois, demi-pensionnaires, 5000 demi-pensionnaires de la ville, avec du bio, une augmentation de la part du bio, et puis un travail fait aussi sur les circuits courts. Alors c'est intéressant d'évoquer les deux, le bio et la proximité. C'est pas toujours la même chose. Je peux très bien faire venir d'Argentine des cerises bio. Pour autant, pour la planète, c'est pas une bonne affaire. Donc, on a mixé les deux et on a 80% dans nos cantines de bio-proximité. Cette proximité, on la développe aussi parce qu'on favorise
l'agriculture. Ça peut paraître paradoxal que sur le plateau de Sophia Antipolis, première technopole européenne de l'intelligence artificielle, on développe l'agriculture. Et pourtant, la semaine dernière, on est allé visiter une ferme agricole dans laquelle la gestion de l'eau, la gestion de l'arrosage prend en compte beaucoup de paramètres. Celui de la plante, celui de la nécessité de l'arrosage en goutte à goutte. Et finalement, on voit bien qu'il y a deux sujets transversaux modernes. C'est le développement durable qui touche tous les sujets. Et puis de l'autre côté, c'est l'intelligence artificielle qui, elle aussi, s'intéresse et facilite tous les usages. Et on arrive à concilier les deux. Je trouve que c'est une belle confiance dans l'avenir. Merci beaucoup, Jean Lonetti. Au cœur de l'action, c'est un podcast d'Antibes Jean Lépin. À la technique, Jean-François Diaz. Au micro, Florence Bellon. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.